Le village de Little Dippington aimait se considérer comme impeccable en tout point. Ses haies taillées, ses bandes d'église lustrées, ses scandales contenus comme de la confiture dans des pots soigneusement étiquetés. Même les commérages, bien qu'animés, avaient une intonation distinguée, murmurée à voix basse autour d'une tasse de thé, comme si la discrétion faisait partie intégrante du service de table. Le premier samedi de mai, Little Dippington était resplendissant. La fête dans le jardin du presbytère, officiellement après-midi de charité printanière de Sainte-Marie, était préparée depuis des semaines, et la météo, comme soudoyée par le comité, se montra d'une douceur exquise. Un soleil qui ne risquait pas d'éblouir, une brise qui n'entravait pas les gâteaux et des nuages qui faisaient office de décor. Près de la roseraie, 3 femmes se tenaient ensemble, se faisant remarquer sans le vouloir. On parlait d'elles comme si elles formaient un groupe, les veuves. Madame Eleanor Bell était la plus jeune des 3. Elle portait le deuil avec une discipline élégante, un manteau noir taillé sur mesure, un petit chapeau épinglé à l'angle parfait, de sorte qu'on devinait son chagrin, mais aussi qu'elle restait, au fond, une personne efficace. Son défunt mari avait été l'avocat de la moitié du comté, et Eleanor se comportait toujours comme si des documents pouvaient être requis à tout moment. Madame Daphne Hargreaves, en revanche, était veuve depuis si longtemps qu'elle en avait presque fait une profession. Belle d'une manière robuste, à la manière des chasseurs à courre, elle riait aux éclats, comme pour défier quiconque de suggérer que le deuil puisse l'affecter. Son mari avait été un propriétaire terrien au caractère difficile et amateur de whisky. La liberté de Daphné, comme beaucoup l'ont remarqué, était arrivée avec les couronnes funéraires. La 3e veuve, Madame Celia Wynne, semblait n'être jamais vraiment revenue de l'endroit où le chagrin l'avait emmenée. Elle était pâle, fragile, et parlait à voix basse. Son regard, lorsqu'il se posait sur quelqu'un, paraissait un peu trop sérieux, comme si elle posait toujours une question qu'elle n'exprimait pas. Son mari, un homme affable passionné de jardinage, était décédé 2 ans auparavant, et Célia restait, dans l'esprit du village, une figure tragique qu'il fallait protéger. Ils se tenaient ensemble parce que le comité les avait placés ainsi, comme le font souvent les comités, agencer les gens comme des bouquets de fleurs en quête d'harmonie des couleurs et des rangs sociaux. Derrière eux, des tables regorgèrent de gâteaux, de tartelettes à la confiture et de paquets soigneusement emballés pour la tombola. Des enfants, vêtus de leurs habits du dimanche, couraient entre les stands comme des rubans échappés. Un quatuor de cuivre de la ville voisine tentait de jouer une musique joyeuse qui, sans cesse, basculait dans la mélancolie. Miss Marple était assise un peu à l'écart, sur un banc ombragé par un cytise dont les fleurs jaunes ruisselaient comme un rire discret. Elle tenait une tasse de thé à 2 mains, non pour se réchauffer, elle n'avait jamais l'air d'avoir vraiment froid, mais comme si ce geste l'ancrait à la douceur du lieu. Ses yeux bleu pâle se déplaçaient doucement d'un visage à l'autre, avec cette expression bienveillante que l'on prenait parfois pour de l'indifférence. « Goûtez-en un, mademoiselle Marple, » dit madame Hartnell en passant rapidement avec une assiette. « Ce sont les carrés au citron de madame Bell. Très professionnel, n'est-ce pas ?» Miss Marple sourit. « C'est très gentil de votre part. Le citron a une saveur si joyeuse. » Madame Hartnell s'éloigna précipitamment, déjà absorbée par un petit incident impliquant des billets de tombola et un chien qui avait volé un saucisson en croûte. Miss Marple observa la scène avec un léger amusement. Elle avait toujours trouvé la vie villageoise infiniment instructive. Les gens se croyaient discrets, et pourtant, ils exprimaient leurs sentiments en public avec une remarquable constance. Au pied de la roseraie, Daphne Hargreaves tenait salon. « Franchement, déclara-t-elle, si nous ne récoltons pas au moins 200 livres, je les prendrai personnellement, et je faire. » Prendre les choses personnellement. Eleanor Bell esquissa un sourire contenu. Le village a été généreux. Il l'est toujours lorsqu'une liste claire de donateurs est fournie. Celia Wynne tressaillit légèrement, sans qu'il soit possible de dire si c'était à cause de la sécheresse d'Eleanor ou d'autre chose. Elle leva les yeux vers le presbytère dont les fenêtres étaient ouvertes sur l'air printanier. « C'est charmant, » murmura-t-elle. « Tout, on s'y sent, en sécurité. » Daphné renifla, affectueusement peut-être. En sécurité. Rien n'est sûr, ma chère. Pas à Little Dippington, pas quand la moitié du village regarde et l'autre moitié écoute. Le regard d'Eleanor parcourut la foule comme si elle les recensait mentalement. Les gens regardent partout. Oui, dit Celia, toujours à voix basse. Mais ici, c'est plus près. Un bref silence s'ensuivit, de ceux qui apparaissent lors des réunions animées comme une ombre qui passe sur une pelouse. Puis Daphné détendit l'atmosphère d'un rire
et pris d'un verre de sirop de fleurs de sureau. À ce moment-là, l'inspecteur Mallory arriva. Il n'était pas en uniforme. Little Dippington n'encourageait pas le port d'uniforme lors des garden parties, mais son allure imposait tout de même l'autorité. Il s'adressa au vicaire à voix basse. L'expression de ce dernier changea par étapes. Surprise, inquiétude, puis une impassibilité fragile, comme s'il avait reçu un fardeau et qu'il était déterminé à ne pas le laisser tomber en public. La musique s'est interrompue. Quelques têtes se sont tournées, puis d'autres. La conversation est devenue ténue, comme du thé versé trop souvent à travers les mêmes feuilles. Le vicaire s'éclaircit la gorge et leva les mains. « Si je peux avoir votre attention, juste un instant. » Les gens s'arrêtèrent. Fourchettes à gâteaux suspendus, billets de tombola à moitié offerts, rires inachevés. L'inspecteur Mallory s'avança. « J'ai peur, dit-il, et même le mot de frayer Sesmo, qui semblait déplacé au milieu des guirlandes et de la confiture. Il y a eu un incident. » Son regard se porta, presque malgré lui, vers le presbytère. « Un corps a été retrouvé, a-t-il poursuivi, dans le bureau. » Personne ne parla. Un enfant se mit à pleurer, surpris par le silence soudain. « À qui ?» murmura Madame Hartnell, puis elle se couvrit la bouche comme si la question elle-même était impolie. L'inspecteur Mallory déglutit. « Monsieur Lionel Pierce. » Un murmure s'éleva, rapide et incrédule. Lionel Pierce, le charmant et élégant nouveau venu qui louait le vieux Dippington Lodge, l'homme qui souriait comme s'il avait des secrets et ne s'offusquait pas qu'on l'interroge à ce sujet. Au pied des roses, Celia Wynne serra son verre si fort que ses jointures blanchirent. La bouche de Daphne Hargreaves s'entr'ouvrit, puis se referma. Eleanor Bell demeura immobile, comme si elle attendait qu'on lui reproche de bouger. Miss Marple sirotait son thé, et tandis que le village de Little Dippington commençait, dans son esprit collectif, à transformer chaque détail agréable de l'après-midi en quelque chose de plus sombre, le regard bienveillant de Miss Marple s'arrêta, brièvement seulement, sur les 3 veuves, debout ensemble comme un groupe. 3 veuves, pensa-t-elle, et un homme mort. Elle se disait que, bien souvent, ce n'était pas le chagrin le plus bruyant qui comptait, mais le plus silencieux. Pendant quelques secondes, la fête dans le jardin resta exactement la même. Les guirlandes claquaient au vent, les abeilles butinaient, les cittises, les assiettes de gâteaux brillaient de sucre. Seuls les visages avaient changé, comme si quelqu'un avait actionné un variateur de lumière derrière leurs yeux. « Un corps », murmura Madame Pemberton, « dans le bureau. »« Lionel Pierce », répéta une autre voix. Mais il n'était que... Chacun s'empressa de prouver qu'il était encore en vie récemment. M. Griggs, le boucher, affirma avoir entendu Pierce rire près de la tombola. Mademoiselle Dalton déclara qu'il avait complimenté les rubans du mois de mai. Quelqu'un se souvenait de l'avoir vu penché sur les roses. Le village, sous le choc, tenta de reconstituer le puzzle de l'après-midi à l'aide de souvenirs anodins. La requête de l'inspecteur Mallory, « Veuillez rentrer chez vous, merci de ne pas spéculer », fut accueillie avec la même obéissance qu'on accorderait à l'ordre de ne plus respirer. Les gens se dirigèrent vers le portail par petits groupes, leurs voix baissant puis s'élevant de nouveau dès qu'ils furent hors de portée de voix du vicaire. Près de la roseraie, les 3 veuves se tenaient toujours côte à côte, mais leur disposition avait changé. Daphne Hargreaves avait redressé les épaules, telle une femme se préparant au combat. Eleanor Bell restait immobile, le visage impassible jusqu'à la dureté. Les doigts de Celia Wynne se crispèrent sur son verre, faisant trembler le cordial. « Au presbytère », murmura Celia. « Comment est-ce possible ?»« Parce que les maisons sont là où sont les gens, » dit Daphné d'un ton vif. Le regard d'Eleanor parcourut la foule qui se clairsemait. Et parce que les hommes comme M. Pierce vont là où ils sont invités. Sur le banc ombragé de citties, Miss Marple posa délicatement sa tasse de thé. Elle observait le va-et-vient des corps, les têtes qui se penchaient l'une vers l'autre, l'éclat vif de la curiosité qui tentait de se dissimuler derrière des airs d'inquiétude. Le vicaire s'approcha, tentant de garder son calme, mais sans y parvenir. L'inspecteur Mallory a demandé à toute personne présente à l'intérieur ces 30 dernières minutes de rester sur place. Je crois que certains d'entre vous... Eleanor hocha la tête une fois. Daphné releva le menton. Celia sembla sur le point de s'évanouir, mais décida obstinément de ne pas le faire. Miss Marple se leva également, et suivit à une distance qui semblait fortuite. À l'intérieur, le presbytère embaumait le cirage et les fleurs printanières, mais une autre odeur flottait dans l'air froid qui s'échappait d'une fenêtre ouverte, et une légère odeur métallique qui semblait déplacée dans un salon. Un agent de police gardait la porte du bureau avec une courtoisie rigide.
Des voix murmuraient à l'intérieur, le baryton sec de Mallory, les paroles rassurantes et sèches du docteur. Ceux qui avaient été priés de rester étaient rassemblés dans le salon, comme pour un goûter improvisé et indésirable. Mademoiselle Dalton restait assise, raide comme un pique-nique. Monsieur Griggs rôdait près de la porte, chapeau à la main. Daphné se tenait près de la cheminée, rayonnante d'impatience. Éléonore était assise sagement sur une chaise. Célia s'était affalée sur le canapé et tordait un mouchoir jusqu'à lui donner l'apparence d'une corde. Mademoiselle Marple prit place légèrement en retrait, silencieuse comme une caresse. L'inspecteur Mallory finit par entrer et ôta son chapeau. « Merci, dit-il. Je suis désolé de vous imposer cela, mais j'ai besoin d'un compte-rendu précis des 25 dernières minutes. Monsieur Pierce a été retrouvé vers 15h15. Le docteur Simmons estime que le décès est survenu moins de 20 minutes auparavant. 20 minutes, répéta mademoiselle Dalton. Mais le vicaire devait prononcer son discours à 3 heures. Et Pierce était dehors, a insisté monsieur Griggs. Il a plaisanté sur mes saucisses. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le regard de Mallory les parcourut. Où étiez-vous entre 14h50 et 15h15 ? Ils se placèrent à leur guise, comme des pions sur un échiquier. Mademoiselle Dalton avait rassemblé les enfants pour le mas de mai. Monsieur Griggs était rentré se laver et aller aux toilettes. Daphné était restée près de la table des boissons. Demandez à n'importe qui. Éléonore était allée chercher des assiettes et avait parlé au vicaire dans le garde-manger. Célia déglutit et dit qu'elle était allée dans la cuisine parce qu'elle avait trop chaud. « As-tu vu monsieur Pierce ?» lui demanda Mallory. Célia serra les doigts. « Non. Madame Hartnell était là. Elle m'a donné de l'eau. »« Cela se confirme, » a déclaré Mallory. « Madame Wynne, connaissiez-vous monsieur Pierce ?» Un éclair passa sur le visage de Célia. De la honte, puis de la colère. « Il était gentil, dit-elle. Il a discuté. Ce n'est pas un crime. » Le rire de Daphné fut bref et sec. La conversation peut être une forme de bienveillance profitable. Le regard d'Éléonore glissa vers Daphné, comme pour la mettre en garde, mais Daphné se contenta de hausser les sourcils. Mallory, qui observait la scène, sembla percevoir ce bref échange plus intensément que les mots eux-mêmes. « Et vous, Miss Marple ?» demanda-t-il enfin. « Oh, je me suis assise sous le citise, » dit Miss Marple. « Les fleurs tombent si joliment, on peut voir presque tout le monde de là. » Avant que Mallory n'ait pu poser d'autres questions, un agent de police apparut à la porte et murmura quelque chose. L'expression de Mallory changea. « Nous avons trouvé quelque chose dans le bureau, dit-il. Une lettre déchirée en deux, dans la corbeille à papier. Il en manque un morceau. » L'inspecteur Mallory brandit le plus grand morceau dans un mouchoir. Seuls quelques mots étaient lisibles. « Me rencontrer. Tu ne peux pas refuser, pour ton propre bien. » Son regard se fit plus intense. « Si l'un d'entre vous reconnaît l'écriture, qu'il me le dise maintenant. Et si vous avez le morceau, montrez-le-moi. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Le mouchoir de Célia lui glissa des doigts et tomba sur ses genoux, comme une petite reddition. Les yeux de Daphné s'illuminèrent d'un intérêt angoissé. Éléonore garda son calme, mais Miss Marple, qui l'observait, remarqua que son pouce frottait une fois, rapidement, contre le côté de son index, comme pour lisser une feuille de papier invisible. L'inspecteur Mallory laissa le silence s'étirer, comme s'il croyait que la pression seule pourrait faire apparaître la moitié manquante de la lettre, comme sortie de la manche de quelqu'un. « Personne » a-t-il demandé. Daphné Hargreaves haussa les épaules d'un air désinvolte. « Ce n'est pas vraiment un sonnet d'amour. Il pourrait appartenir à n'importe qui ayant un grief. Ou une conscience, » dit Éléonore Bell d'un ton égal. Célia Wynne fixa le tapis. « Je ne le reconnais pas, » murmura-t-elle. Mallory replia le fragment dans son mouchoir. « Très bien. La fenêtre du bureau était ouverte. Il n'y a aucune trace d'effraction. Monsieur Pierce semble avoir été frappé dans le dos avec un objet contondant. Peut-être le presse-papier en bronze du bureau. Il a disparu. » Un frisson parcourut la pièce. Un presse-papier était un objet si banal, si anodin, que l'idée qu'il puisse servir d'arme paraissait presque indécente. « Alors celui qui a fait ça était déjà à l'intérieur, » a déclaré monsieur Griggs, avec un air de soulagement malheureux d'avoir apporté une contribution utile. « Ou a été admis, » répondit Mallory. Après avoir noté leurs déclarations, il les congédia un à un. Ils partirent, plus ou moins calmes. Mademoiselle Dalton s'éloigna précipitamment, comme si elle était en retard pour une urgence imaginaire. Monsieur Griggs s'attarda pour prodiguer des conseils pratiques que Mallory rejeta. Daphné partit d'un pas vif, le menton haut. Éléonore sortit sans regarder ni à gauche ni à droite. Célia s'arrêta sur le seuil comme incertaine que le monde extérieur puisse encore tenir debout, puis suivit.
Miss Marple fut la dernière à quitter le salon. Elle descendit lentement le couloir, jetant des coups d'œil non pas à la porte close du bureau, mais aux petits détails qui, bien souvent, se révélèrent plus éloquents que les gens. Une guéridon portait une légère trace de terre, de celle qui s'accroche au talon d'une chaussure. Un vase de tulipes avait été légèrement renversé, un pétale abîmé. Et sur le tapis du couloir, près du porte-parapluie, elle remarqua un minuscule croissant de papier déchiré, pas plus grand qu'un ongle. Elle se pencha avec difficulté et le récupéra. Seules 2 lettres étant visibles dans une main pressée. LL. Miss Marple glissa le fragment dans son gant sans un mot. Dehors, le jardin n'était plus à la fête. Les guirlandes pendaient, comme gênées. Le quatuor de cuivre avait rangé ses instruments. De petits groupes de villageois se tenaient derrière le portail, reconstituant déjà les événements avec une assurance inexacte. Ça devait être un cambrioleur. En plein jour? Il était beaucoup trop charmant, celui-là. Les hommes comme ça ont toujours des ennemis. Miss Marple s'arrêta près de Madame Hartnell, qui semblait à la fois affligée et revigorée. « Une chose pareille, » souffla Madame Hartnell. « Et ici, de tous les endroits, je n'arrive pas à imaginer qui pourrait vouloir du mal à Monsieur Pierce. »« L'imagination, » dit doucement Miss Marple, « est rarement nécessaire en de telles matières. L'expérience suffit généralement. » Madame Hartnell cligna des yeux, ne sachant pas si cela était réconfortant. De l'autre côté de la pelouse, Daphné et Éléonore se tenaient un peu à l'écart des autres. Leur conversation paraissait courtoise, mais la distance qui les séparait était marquée par quelque chose de plus profond que la simple politesse. Célia s'était retirée à l'ombre de l'if, où elle se tenait seule, les mains jointes comme en prière. Miss Marple s'approcha d'elle. « Ma chère, dit-elle doucement, de tels chocs peuvent être très difficiles à supporter. Il ne faut pas s'attarder sur ce qui est désagréable. » Les yeux de Célia se levèrent, brillants. « Il ne méritait pas ça, dit-elle. Peu importe ce que les gens ont pu penser. »« Les gens pensent beaucoup de choses, répondit Miss Marple. Ils se trompent souvent. » Célia hésita. « Il allait m'aider, vous aider. À propos d'une affaire financière. » Sa voix baissa encore. « Après le décès de mon mari, il y a eu des complications. Monsieur Pierce a dit qu'il avait des relations. Il s'y connaissait en investissement. » Miss Marple acquiesça, comme si cela n'avait rien d'étonnant. « Et deviez-vous le rencontrer cet après-midi » Célia se raidit. « Non, pas particulièrement. Il a dit que nous nous parlerions bientôt. »« Ah !» Célia scruta son visage. « Tu ne me crois pas. » »« Ma chère, la croyance n'a que très peu à voir avec cela. Ce sont les schémas qui m'intéressent. » Avant que Célia n'ait pu demander ce que cela signifiait, l'inspecteur Mallory sortit de la maison et scruta le jardin. Son regard s'attarda un instant sur les 3 veuves, désormais séparées, telles les pièces d'un ancien ornement. Il s'est d'abord dirigé vers Éléonore Bell. « Madame Bell, un mot. » Daphné observa la scène d'un œil méfiant. La respiration de Célia s'accéléra. Miss Marple les observa toutes les 3 tour à tour. Éléonore écoutait Mallory sans manifester la moindre agitation. À un moment donné, elle inclina la tête et murmura quelque chose d'inaudible. Le visage de Mallory se durcit. Lorsqu'il l'eut relâché, il se tourna immédiatement vers Daphné. « Saviez-vous, demanda Daphné avant même qu'il ne parle, que M. Pierce avait autrefois vécu à Bristol ?» Mallory cligna des yeux. « Oui, nous sommes au courant. »« Mon mari aussi, poursuivit Daphné. Brièvement. »« Les coïncidences existent, a déclaré Mallory avec précaution. » Daphné sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Oh, j'en suis sûre. » Miss Marple sentait, plus qu'elle ne voyait, le resserrement des liens invisibles. Bristol, investissement, une lettre déchirée sollicitant un rendez-vous qu'elle ne pouvait refuser. Elle glissa sa main dans son gant et toucha le minuscule morceau de papier. Elle, Belle, peut-être, ou quelque chose de complètement différent. L'inspecteur Mallory a demandé à un agent d'escorter Célia à l'intérieur pour un interrogatoire plus approfondi. Le visage de Célia s'est décomposé, mais elle a obéi sans protester. Au moment où elle croisa Miss Marple, leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Dans le regard de Célia, il y avait de la peur, mais aussi quelque chose de plus complexe. Pas de la culpabilité, à proprement parler, de l'anticipation. Miss Marple regarda la porte du presbytère se refermer derrière elle et songea, avec un intérêt discret, qu'à Little Dippington, le passé était rarement enterré. Il attendait simplement l'après-midi propice pour ressurgir, tel un presse-papier qu'on soulève d'un bureau, laissant derrière lui un espace propre et accusateur.
Miss Marple ne suivit pas immédiatement Celia à l'intérieur de la maison. Elle resta où elle était, observant la dispersion des villageois comme on observe les ondulations se propager à la surface d'un étang. Le choc, s'était-elle souvent dit, était comme une pierre jetée dans l'eau. La première éclaboussure est spectaculaire, les répercussions bien plus révélatrices. Daphne Hargreaves alluma une cigarette d'un geste ferme, mais avec une légère hésitation. Elle aspira la fumée comme pour se fortifier. Eleanor Bell s'était dirigée vers le portail, où elle s'entretenait à voix basse avec Madame Hartnell, le profil serein et distant. La distance entre les trois veuves s'était accrue, non plus par hasard, mais instinctivement. Miss Marple se dirigea lentement vers le presbytère. En passant devant la roseraie, elle remarqua quelque chose à demi dissimulé sous les feuilles, une légère éraflure dans la terre, comme si un talon s'était tordu brusquement. La marque était fraîche. Elle s'arrêta, l'examina avec un intérêt modéré, puis reprit son chemin. À l'intérieur, l'atmosphère s'était alourdie. Le salon n'avait plus rien d'un lieu intime. Il était devenu une salle d'attente chargée d'enjeux. Celia était assise bien droite sur le canapé tandis que l'inspecteur Mallory se tenait devant elle, carnet à la main. Un agent s'attardait discrètement près de la fenêtre. « Vous dites que M. Pierce avait l'intention de vous aider financièrement, » disait Mallory. « À quel titre ?» Celia joignit les mains. « Il prétendait connaître certains fonds, des investissements qui pourraient nous permettre de récupérer ce que nous avons perdu après la mort de mon mari. » « Perdu comment ? Il y avait des dettes. » Ce mot sembla lui peser. « Je n'en ai pris pleinement conscience qu'après coup. » Le regard de Mallory s'aiguisa. « Et M. Pierce a demandé quelque chose en retour. » Les lèvres de Celia s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Il était attentif, c'est tout. Miss Marple prit place sur une chaise près de la porte, comme si elle était entrée par hasard. « Avez-vous prévu de le rencontrer aujourd'hui dans son bureau ?» demanda Mallory. « Non. » A-t-il demandé une telle réunion ? Il a mentionné que nous devions parler en privé, bientôt. Le regard de Celia se posa un bref instant sur Miss Marple. Mallory l'a remarqué. En privé, à propos de quoi ? Je vous l'ai dit, question financière. Madame Wynne, dit-il d'un ton égal, une lettre déchirée a été trouvée dans le bureau. Il semble qu'elle sollicite une rencontre à laquelle il était impossible de se soustraire. On sentait clairement le pouls battre à la gorge de Celia. Je ne l'ai pas écrit. Je n'ai pas dit que vous l'aviez fait. La porte s'ouvrit et un agent entra, chuchotant à l'oreille de Mallory. Mallory hocha la tête et se retourna vers Celia. « Pour le moment, c'est tout. Veuillez rester disponible. » Celia se leva, son calme aussi fragile que du verre. Elle passa devant Miss Marple sans dire un mot. Lorsqu'ils furent seuls, Miss Marple s'adressa à l'inspecteur sur son ton le plus doux. Il doit être difficile de démêler le vrai du faux. Mallory esquissa un sourire crispé. Dans les villages comme celui-ci, tout le monde sait quelque chose. Le plus difficile est de trouver la pièce qui corresponde au puzzle. Oui, acquiesça Miss Marple. Et quelle pièce appartient à un tout autre puzzle ? Mallory la regarda pensivement. Tu as remarqué quelque chose ? Oh, je remarque toujours des choses, dit-elle d'un ton léger. Par exemple, je crois que M. Pierce ne s'attendait pas à de la violence. Cela semble raisonnable. Sa veste était soigneusement pliée sur la chaise, poursuivit Miss Marple. Je l'ai aperçu lorsque la porte était ouverte. Un homme qui se prépare à une confrontation retire rarement son manteau avec autant de soin. Mallory y réfléchit. Vous pensez donc qu'il se sentait en sécurité ? Ou confiant ? Le stylo de Mallory s'arrêta au-dessus de la page. Il y a aussi la question du timing, poursuivit Miss Marple. Le vicaire commença son discours à 3 heures précises. De nombreux regards étaient tournés vers lui. Une personne quittant le jardin quelques minutes à ce moment-là serait à peine remarquée. « Cela ne change rien », a déclaré Mallory. « Au contraire, » répondit doucement Miss Marple, « cela restreint tout à ceux qui estimaient ne pas pouvoir refuser une convocation. » Le regard de Mallory se porta sur le couloir, d'où l'on entendait maintenant les voix d'Eleanor et de Daphné dans une conversation tendue. « Vous pensez que la lettre a été écrite par l'une des veuves ?» a-t-il dit. « Je crois, » répondit Miss Marple, « que le désespoir écrit plus de lettres que l'affection. » Comme interpellée par cette remarque, Eleanor Bell entra dans le salon. Son expression était sereine, mais ses yeux brillaient. « Inspecteur, dit-elle, vous souhaitiez me revoir. »« Oui, une petite précision. Avez-vous, à un moment ou un autre, traité de la correspondance appartenant à M. Pierce ?» Eleanor haussa les sourcils. « Certainement pas. Vous étiez dans le garde-manger peu avant 3 heures. Je récupérais des assiettes. Seul, pendant une partie du temps. » Mallory l'observa. « Avez-vous vu M. Pierce à l'intérieur de la maison ?
Un bref silence. Non. Miss Marple observait les mains d'Eléanor. Elles étaient légèrement jointes, mais le pouce frotta de nouveau une fois contre l'index, dans le même mouvement lissant inconscient. « Madame Bell, demanda Mallory, Monsieur Pierce vous a-t-il déjà contacté au sujet de questions juridiques ?» Le regard d'Eléanor s'aiguisa. « Que voulez-vous dire ?»« Conseil, documents, investissement. » Le sourire d'Eléanor était forcé. Monsieur Pierce aimait donner des conseils. Je n'en avais pas besoin. On insistait légèrement sur le dernier mot. Du hall montaient des voix qui s'élevaient, le ton inimitable de Daphné teinté de colère. Je ne serais pas traité comme si... Mallory s'excusa et sortit. Miss Marple se leva également et le suivit à une distance raisonnable. Dans le couloir, Daphné, le visage rouge, tenait sa cigarette éteinte entre ses doigts. « Vous n'avez pas le droit, disait-elle, de sous-entendre que les infidélités de mon mari ont quoi que ce soit à voir avec cela. » La réponse de Mallory fut calme. « Votre mari et M. Pierce se connaissaient à Bristol. C'était il y a des années, et pas à l'amiable, paraît-il. » Les yeux de Daphné s'illuminèrent. « Les hommes se querellent. Cela ne mène pas au meurtre. »« Non, » murmura doucement Miss Marple derrière eux, « mais les affaires non résolues le font souvent. » Tous deux se tournèrent vers elle. L'expression de Daphné passa par une vague d'irritation, puis de calcul. Dehors, la lumière de fin d'après-midi commençait à décliner, projetant des ombres plus longues sur la pelouse autrefois si gaie. La fête avait complètement disparu, ne laissant derrière elle que des chaises éparses et une légère odeur d'herbe froissée. 3 veuves demeuraient au presbytère. Un homme gisait mort dans le bureau, et Miss Marple, immobile dans la lumière déclinante, sentait le passé se rapprocher, comme une porte sur le point de s'ouvrir. Le presbytère s'apaisa à mesure que le soir tombait, l'agitation du début de soirée se muant en une attente tendue. Dans le hall, des lampes étaient allumées, projetant des cercles de lumière chaude, presque indécemment accueillants, contrastant avec la conscience de ce qui se trouvait derrière la porte du bureau. Dehors, un agent de police arpentait le chemin de gravier, ses bottes crissant doucement sur le sol. L'inspecteur Mallory réunit de nouveau les 3 veuves dans le salon. Cette fois, il n'y eut plus aucune politesse. L'atmosphère s'était durcie, empreinte d'une détermination sans faille. « J'ai parlé avec le docteur Simmons, » commença-t-il. « Le coup a été porté avec une force considérable. L'angle suggère que l'agresseur se tenait légèrement derrière et à gauche de M. Pierce. » Daphné croisa les bras. « Et ça vous prouve quoi? Que le tueur avait des bras. »« Cela me laisse penser, » répondit Mallory d'un ton égal, « que M. Pierce était probablement face à une personne qu'il connaissait. Il n'y a aucun signe de lutte. Il était peut-être même assis. » Le regard d'Eléanor se porta involontairement sur la porte qui menait au bureau. « De plus, » poursuivit Mallory, « nous avons établi que M. Pierce a reçu un mot peu avant 15 heures. Une servante de cuisine a vu un papier plié remis en main propre par la fenêtre ouverte du garde-manger. « Livré par qui ?» demanda Eléanor d'un ton maîtrisé. La bonne ne voyait pas bien. Une femme, pensait-elle. Manches sombres, gants. Toutes les 3 veuves portèrent des gants. Célia eut un hoquet de surprise. « C'est absurde !» murmura-t-elle. « Ah bon ?» demanda Daphné d'un ton acerbe. « C'est toi qu'il conseillait. »« Et toi ?» rétorqua Célia avec une soudaine colère. « C'est toi qu'il connaissait à Bristol. » Les yeux de Daphné s'illuminèrent. « Tu n'en sais rien. » Miss Marple, assise légèrement à l'écart, remarqua l'accélération des voix, la façon dont les accusations jaillissaient, le plus facilement là où la tension était déjà palpable. « Mesdames, » dit fermement Mallory, « cette affaire ne se réglera pas par la suspicion mutuelle. Madame Hargreaves, vous admettez connaître M. Pierce de Bristol. Quelle était la nature de cette relation ?» Daphné hésita pour la première fois. « Mon mari a investi dans une entreprise qu'il nous avait recommandée, » finit-elle par dire. « Elle a fait faillite. Comment avez-vous échoué ? Effondré, argent perdu. » Sa mâchoire se crispa. « Mon mari a accusé Pierce. Et toi ? » J'ai reproché à mon mari de lui avoir fait confiance. La voix d'Eléanor se fit entendre, froide et précise. « Cette perte vous a-t-elle mis en difficulté ?» Daphné se tourna vers elle. « Ça ne te regarde pas. »« Cela pourrait concerner la police, » répondit Eléanor. Mallory intervint. « Madame Hargreaves, avez-vous confronté M. Pierce au sujet de cet investissement aujourd'hui ?» Daphné hésita de nouveau, un peu trop longtemps. « Nous avons échangé quelques mots, » dit-elle. « Rien de plus. »« Quels mots ?» Je lui ai dit que je n'avais pas oublié Bristol. Un silence suivit cet aveu. Célia fixa Daphné comme si elle la revoyait pour la première fois. L'expression d'Éléanor ne changea pas, mais ses mains se serrèrent plus fort. « Et vous, Madame Bell ?» dit Mallory en se retournant. «
Vous avez mentionné plus tôt que M. Pierce vous avait donné des conseils dont vous n'aviez pas besoin. De quelle forme s'agissait-il? Eleanor soutint son regard. Il laissait entendre que les comptes de mon défunt mari n'étaient pas aussi bien tenus qu'il le paraissait. Un léger bruissement parcourut la pièce. « De quelle manière ?» demanda Mallory. Il a laissé entendre qu'il y avait eu des irrégularités, que certaines sommes avaient été détournées. À qui? Il n'a pas donné de détails. La voix d'Eleanor s'est faite plus faible. Il a laissé entendre que, moyennant finance, il pouvait empêcher que de telles choses ne soient rendues qu'au public. Du chantage, a déclaré Daphné sans embâge. Eleanor ne l'a pas nié. Le regard de Mallory passa lentement d'une veuve à l'autre. Et vous, Madame Wynne? Monsieur Pierce a-t-il demandé autre chose qu'une consultation financière? Célia laissa échapper un soupir. Il a dit qu'il pouvait faire disparaître les dettes, murmura-t-elle. Mais que je devais être douée. Le mot planait dans l'air, laid et sans équivoque. Le regard de Miss Marple s'adoucit, tandis que son esprit s'aiguisa. « Alors, dit Mallory d'une voix calme, « Monsieur, Pierce avait des raisons de croire que chacun d'entre vous pourrait préférer que certaines choses restent confidentielles. »« Ou résolues, dit Eleanor d'un ton sec. « Ou oubliées, ajouta Daphné. Célia baissa la tête. Du bureau parvint le bruit étouffé d'un tiroir qui s'ouvrait et se fermait. Un agent de police en sortit, portant un petit objet enveloppé dans un tissu. « Nous avons trouvé cela dans le seau à charbon, a-t-il déclaré. Mallory le déballa avec précaution. Le presse-papier en bronze luisait faiblement sous la lumière de la lampe. Une tache sombre marquait un bord. « Dans le charbon, répéta Daphné. Quel mélodrame. Pas mélodramatique, murmura Miss Marple. Hâtif. Mallory la regarda. Pourquoi si vite? Parce que, dit-elle doucement, les seaux à charbon sont vidés régulièrement. Une personne habituée aux routines domestiques le saurait. Les yeux d'Éléonore s'illuminèrent. L'expression de Daphné se durcit. Célia semblait déconcertée. Mallory retourna le presse-papier entre ses mains. Nous aurons des empreintes digitales, même si je doute qu'elles soient concluantes. Des empreintes digitales, dit Daphné avec un léger ricanement. Tu crois que c'est quelqu'un d'assez négligent pour les laisser? L'insouciance, observa doucement Miss Marple, suit souvent les émotions fortes. Une horloge dans le hall sonna 6 heures, chaque coup mesuré et implacable. Mallory se redressa. Je vous demande à tous de rester au village jusqu'à nouvel ordre. Je vous suggère également de bien réfléchir afin de vous assurer que vous n'avez rien omis. Les 3 veuves se levèrent presque à l'unisson, sans toutefois se regarder. Tandis qu'elles se dirigeaient vers la porte, l'attention de Miss Marple fut attirée par le tapis près de la cheminée. Une légère trace de suie s'était incrustée dans le tissage, formant un fin arc de cercle, comme effleuré par le bas d'une jupe. Elle se pencha légèrement pour l'examiner. « Inspecteur, dit-elle d'un ton calme, je crois que le seau à charbon n'était pas le premier endroit où l'arme a été déposée. » Mallory suivit son regard. « La marque est assez récente, poursuivit-elle, et plutôt délibérée, presque comme si quelqu'un avait voulu suggérer une cachette. » L'expression de Mallory changea. « Vous croyez que le presse-papier a été déplacé? »« Oh oui, dit Miss Marple, et pas seulement pour le dissimuler, pour le montrer du doigt. »« À qui ?» Le regard de Miss Marple se porta sur la porte où les 3 veuves venaient de disparaître dans la lumière déclinante. « Celui d'entre eux, dit-elle doucement, que l'on pourrait le plus facilement croire capable d'une telle chaleur. » L'inspecteur Mallory ne réagit pas immédiatement à la remarque de Miss Marple. Il resta accroupi près de l'âtre, étudiant la faible trace de suie avec une concentration qui laissait supposer que la frontière entre accident et intention était devenue dangereusement ténue. « Vous croyez, dit-il enfin, que quelqu'un a voulu nous faire croire que l'arme avait été cachée impulsivement. »« Oui, répondit Miss Marple, mais les véritables impulsions sont rarement aussi ordonnées. Le seau à charbon est un choix théâtral. » Mallory se leva lentement. « Et laquelle de nos 3 dames est la plus susceptible d'avoir un penchant pour le théâtre ?» Miss Marple esquissa un sourire. « Cela dépend entièrement des attentes de chacun. » La nuit était déjà bien avancée lorsque les veuves quittèrent le presbytère sous le regard attentif des gendarmes et des voisins. Le village, malgré l'ordre de rester chez soi, trouvait des prétextes pour jeter un coup d'œil par-dessus les rideaux. Les 3 femmes partirent séparément. Daphné d'un pas vif et droit, Éléonore avec une sérénité mesurée, Célia, comme si elle répétait déjà son chagrin. Miss Marple rentra chez elle à pied par l'étroite ruelle, son esprit assemblant les fragments de l'après-midi. La lettre déchirée, l'aperçu d'une main gantée par la servante, la suie balayée délibérément sur le tapis,
Mais le plus révélateur, peut-être, était l'étrange convergence entre Bristol, les investissements et les scandales sous-jacents. Devant le portail de sa maison, elle s'arrêta, se souvenant du petit bout de papier qu'elle avait glissé dans son gant. À l'intérieur, sous la lueur constante de la lampe, elle le déposa délicatement sur la table. Elle. C'était peut-être la fin de Belle, ou un fragment de testament, ou toute autre chose. Elle remarqua le geste habituel d'Elénore, le pouce contre l'index, lissant des bords invisibles. Une femme habituée aux documents, aux signatures, à déchirer le papier proprement. Le lendemain matin, le temps était frais et d'une clarté anormale, comme si le ciel avait décidé de nier la violence de la veille. La nouvelle se répandait plus vite que la charrette allait. À 10 heures, le village s'était divisé en factions paisibles. On disait que Daphne Hargreaves s'était ouvertement disputée avec Pierce. Eleanor Bell, murmurait-on, avait beaucoup à perdre si les comptes de son mari étaient examinés. Le nom de Celia Wynne était prononcé plus bas, accompagné de regards compatissants et de sourcils levés. L'inspecteur Mallory les appela chacun à leur tour. Miss Marple, feignant de tricoter, se plaçait près de sa fenêtre aux moments opportuns. Daphné reçut l'inspecteur dans son salon avec une attitude de défi frôlant l'impatience. Lorsqu'il partit, sa cigarette, consumée jusqu'au filtre, resta coincée entre ses doigts. L'interrogatoire d'Elénore dura plus longtemps. À travers les rideaux de dentelle, Miss Marple aperçut la légère inclinaison de la tête d'Elénore et la rigidité de ses épaules. Lorsque Mallory apparut, il marqua une brève pause dans la ruelle, comme s'il reconsidérait une conclusion antérieure. La chaumière de Célia se dressait légèrement à l'écart, à l'ombre d'un nif envahissant. Mallory y entra. Une demi-heure plus tard, il en ressortit avec une expression qui ne trahissait ni triomphe ni doute. À midi, il se tenait devant le portail de Miss Marple. « Bonjour, dit-elle sereinement, vous avez l'air d'avoir besoin d'un thé. » Il a accepté. Assise dans son modeste salon, Mallory ôta son chapeau et parla sans préambule. « Nous avons confirmé que l'entreprise de M. Pierce à Bristol impliquait des actions minières spéculatives. Plusieurs investisseurs ont subi des pertes importantes. Parmi eux, M. Hargreaves. »« Et M. Bell » demanda Miss Marple d'un ton doux. « Aucune preuve pour l'instant, » a déclaré Mallory. « Mais nous avons relevé des irrégularités dans les comptes de feu, M. Bell. Il est possible que Pierce les ait découvertes récemment. »« Et Mme Wynne ?» Mallory hésita. Les dettes de son mari étaient assez plus importantes qu'elle ne l'avait admis. Il semble que Pierce en ait racheté une partie. Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent. Acheter. Comme levier, peut-être. Ou comme opportunité. Elle hocha lentement la tête. Alors, il exerçait un pouvoir différent sur chacun d'eux. Exactement. Mallory se pencha en avant. Ce qui ne manque pas de motif. Un mobile, dit Miss Marple, est rarement rare. Le regard de Mallory s'aiguisa. Vous avez un avis tranché. J'ai formulé une observation. Lequel ? Cette peur se comporte différemment de la colère. Il fronça les sourcils. Expliquez-vous. Madame Hargreaves se met facilement en colère, dit Miss Marple. C'est presque une habitude. Mais la colère habituelle est rarement explosive. Elle s'apaise d'elle-même jour après jour. Et Madame Bell. La peur déguisée en calme, répondit Miss Marple. Une combinaison dangereuse, mais calculée. Et Madame Wynne. Miss Marple reprit son tricot d'une voix douce. La peur de Madame Wynne est récente, et lorsqu'une peur vient de s'éveiller, elle peut être transformatrice. Mallory réfléchit à cela en silence. Il y a un autre problème, dit-il finalement. Nous avons trouvé des traces de fines cendres sur l'ourlet de la jupe de Madame Hargreaves. Miss Marple leva les yeux. Ah, elle affirme qu'elle se tenait près du brasero du jardin pour se réchauffer. Une explication plausible, murmura Miss Marple. Mais, poursuivit Mallory, le brasero n'avait pas été allumé. Un léger sourire effleura les lèvres de Miss Marple. Alors les cendres ont dû voyager. Depuis le seau à charbon, a dit Mallory. Ou bien depuis l'âtre, répondit doucement Miss Marple, ce qui suggérerait une proximité après le déplacement de l'arme. Le visage de Mallory s'assombrit. Vous croyez que la trace de suie a été faite après le meurtre ? Je crois, dit prudemment Miss Marple, que quelqu'un souhaitait ancrer les soupçons là où ils se poseraient le plus facilement. Et c'est quoi ? À propos de la veuve au caractère difficile, dit-elle doucement. Mallory se leva. Si c'est le cas, alors le véritable meurtrier est plus insidieux que je ne le pensais au départ. Oui, approuva Miss Marple. La subtilité est souvent le propre de ceux qui semblent le moins capables d'en faire preuve. Alors qu'il s'éloignait, elle jeta un dernier coup d'œil au bout de papier posé sur sa table. L'aile. Belle.
Will. Ou peut-être même Win, si le choix était fait sans ménagement. Dehors, l'horloge du village sonna 1 heure. La journée suivit son cours, en apparence inchangée. Pourtant, sous ce rythme ordinaire, Miss Marple sentait les tensions se tendre discrètement. Quelqu'un avait orchestré un décès, et quelqu'un d'autre avait orchestré le blâme. En fin d'après-midi, le village s'était plongé dans ce calme pesant qui suit un scandale public. Les portes restaient closes plus longtemps que d'habitude. Les conversations s'abaissaient au bruit des pas. Pourtant, sous ce silence apparent, les spéculations allaient bon train. Après avoir terminé son thé, Miss Marple décida de faire une petite excursion. Elle était fermement convaincue que l'information, comme la poussière, s'accumulait le plus abondamment dans les recoins où personne ne songeait à chercher. Son premier arrêt fut le bureau de poste. Madame Finch, qui officiait avec une vigilance frôlant l'art, leva les yeux au son de la cloche. « Quelle affaire affreuse !» commença aussitôt Madame Finch. « Et au presbytère, de tous les endroits. »« Oui, » approuva Miss Marple. « Il est toujours surprenant de savoir où le désagrément choisit de se loger. » Madame Finch se pencha plus près. Il y avait des lettres recommandées, pour M. Pierce. Je les ai reçues moi-même. Oh, le ton de Miss Marple était désinvolte. 2 la semaine dernière, 1 de Bristol, un local. Local? Madame Finch acquiesça d'un air entendu. Remis en main propre en premier, sans timbre. Miss Marple sentit son intérêt s'éveiller légèrement. Vous souvenez-vous de l'écriture? Madame Finch pinça les lèvres. Ferme, légèrement inclinée. Ce n'est pas le genre de main qu'on confond avec la sienne. En effet. En sortant de la poste, Miss Marple s'engagea sur l'étroit sentier qui menait derrière le jardin du presbytère. L'agitation de la veille avait laissé de légères traces dans le sol. Des empreintes de talons, des éraflures, le chaos habituel d'une fête bouleversée par la tragédie. Près de la bordure de rose, elle s'arrêta de nouveau devant la terre tordue qu'elle avait déjà remarquée. Ce n'était pas dû à un faux pas. L'empreinte suggérait un pivotement brusque, comme si quelqu'un s'était retourné d'un coup en entendant ou en voyant quelque chose d'inattendu. Une confrontation peut-être, ou une décision. Elle continua à longer la haie jusqu'au petit portail qui s'ouvrait sur le chemin menant au cottage de Celia Wynne. La distance était suffisamment courte pour être parcourue en quelques minutes, assez courte pour une rencontre privée sans attirer l'attention pendant le discours du vicaire. Celia répondit à ses coups avec une tension visible. « Miss Marple, quelle gentillesse !»« Ma chère, je pensais que vous apprécieriez la compagnie. » Ils étaient assis ensemble dans le modeste salon de Celia, où les rideaux étaient à moitié tirés malgré la lumière du jour. « Vous ne devez pas laisser votre imagination vous angoisser, » dit doucement Miss Marple. Les mains de Celia tremblaient sur ses genoux. « Ils pensent tous que c'était l'un d'entre nous. »« Les villages apprécient de la symétrie, » répondit Miss Marple. « 3 veuves, un mort, cela donne des calculs simples. » Celia laissa échapper un rire sec. « Ce n'est pas une question d'arithmétique, c'est la ruine. » « Vous avez déclaré à l'inspecteur Mallory que M. Pierce avait racheté les dettes de votre mari. »« Oui. »« Vous a-t-il montré des preuves ?» Celia hésita. « Il a dit qu'il le ferait. »« L'avez-vous cru ?» Je ne savais plus quoi croire. Sa voix s'est faite plus grave. « Il a dit que si je refusais de coopérer, d'autres apprendraient les difficultés de mon mari. Ce qui serait douloureux. »« Oui. » Miss Marple la regarda en silence. « Et pourtant, vous ne l'avez pas rencontré dans le bureau. »« Non. » répondit rapidement Celia. « Lui as-tu envoyé un mot ?» Le regard de Celia se porta furtivement sur le petit bureau près de la fenêtre. Miss Marple suivit le regard. Le buvard était ouvert. À côté, une pile de papier à lettres vierges. Sur le coin du buvard, de légères marques étaient visibles sur le papier. « Vous écrivez avec assurance, » observa Miss Marple. Le visage de Celia pâlit. « Tout le monde le fait. »« Pas tout le monde, » dit doucement Miss Marple. Celia se leva brusquement. « Je ne peux pas supporter ça. »« Ma chère, » dit Miss Marple en se levant à son tour, « l'endurance est précisément ce qu'il faut cultiver. » Elle partit peu après, l'air pensif. Sa visite suivante fut pour Eleanor Bell. Eleanor la reçut dans un salon aménagé avec une sobriété méticuleuse. « Je ne peux pas imaginer pourquoi vous êtes venue, » dit Eleanor d'un ton froid. « Simplement pour vous témoigner ma sympathie, » répondit Miss Marple. « La sympathie est inutile. »« Alors peut-être la clarté. » Eleanor plissa les yeux. « Les contes de votre défunt mari, » poursuivit Miss Marple, « étaient complexes. La complexité n'est pas un crime. »« Non, » acquiesça Miss Marple, « mais la dissimulation attire souvent l'attention. » Eleanor lissa du bout des doigts
le bord d'un journal plié posé sur la table. « Si vous avez une accusation, exprimez-la clairement. »« Je n'en ai aucune, » répondit Miss Marple. « Juste une curiosité concernant les papiers déchirés. » Pour la première fois, Eleanor laissa échapper un craquement. « Le papier se déchire de façon irrégulière, » poursuivit doucement Miss Marple, « à moins d'avoir l'habitude d'enlever une signature d'une page. » Eleanor se leva. « Cette conversation est terminée. Comme vous le souhaitez. » De nouveau à l'extérieur, Miss Marple sentit l'étau se resserrer. Daphne Hargreaves se montra plus loquace. Elle arpentait son salon tandis que Miss Marple écoutait. « Oui, je lui ai dit que je n'avais pas oublié Bristol, » admit Daphne. Il a souri comme si cela l'amusait. « L'avez-vous menacé ?»« Je lui ai dit que certaines dettes ne disparaissent pas. » Miss Marple inclina la tête. « Et avait-il l'air inquiet ?»« Non, » répondit Daphne avec amertume. « Les hommes sûrs d'eux le sont rarement. » Miss Marple repartit avec l'impression très nette que la colère de Daphne, bien que sincère, manquait de la dissimulation d'un calcul. À l'approche du crépuscule, l'inspecteur Mallory fit dire à Miss Marple qu'elle devait se présenter au presbytère le lendemain matin. « Un autre développement », a déclaré le gendarme. Miss Marple le remercia et referma doucement sa porte. Sur sa table reposait le petit bout de papier. Elle plaça à côté une feuille de son propre papier à lettres et écrivit délibérément « Belle ». Puis elle l'a déchiré en deux. Les lettres se sont séparées. B. H. L. Elle examina les bords déchirés. Ils ne correspondaient pas aux fragments qu'elle possédait, ce qui signifiait que la moitié manquante de la lettre dans l'étude ne se terminait pas par Belle. Dehors, le village s'enfonça dans un sommeil agité. Dans son paisible cottage, Miss Marple esquissa un léger sourire. Les calculs n'étaient plus simples, et quelque part entre la peur et le calcul, la vérité avait commencé à se dévoiler. Le lendemain matin, le ciel était gris, une brume légère s'accrochant aux haies, comme si le village lui-même préférait ne pas y voir clair. Miss Marple arriva au presbytère à 9 heures précises, d'un pas mesuré, le visage serein. L'inspecteur Mallory la croisait dans le couloir. Il avait l'air d'avoir peu dormi. « Nous avons trouvé quelque chose », a-t-il déclaré sans préambule. « Dans le bureau ?» demanda-t-elle. « Dans le logement de monsieur. Pierce à Dippington Lodge, une mallette de dépêches verrouillée. Et à l'intérieur. Documents, copies de correspondance, preuve de ce qui semble être un chantage systématique. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa légèrement. « Contre qui ?» Plusieurs noms, certains hors du village, 3 à l'intérieur. Il n'avait pas besoin de s'étendre sur le sujet. Mallory la conduisit dans le bureau. La pièce avait été rangée, mais le bureau portait encore la légère marque du presse-papier qui y avait reposé pendant des années avant de devenir une arme de violence. « Nous avons également retrouvé la moitié manquante de la lettre », a déclaré Mallory. Miss Marple inclina la tête. « On l'a trouvée dans la grille », a-t-il poursuivi. « Partiellement brûlée, mais encore lisible. » Il lui tendit la feuille reconstituée. Le bord déchiré correspondait aux fragments trouvés dans la corbeille à papier. Une fois réunis, les mots formaient le texte suivant. « Retrouvez-moi dans le bureau à 3 heures. Vous ne pouvez pas refuser, pour votre propre bien. C.W. » Miss Marple le lut 2 fois, puis le plia soigneusement. « C.W. » murmura-t-elle. « Oui, » répondit Mallory. « Celia Wynne. » Et l'écriture. Une comparaison préliminaire suggère une correspondance avec des échantillons prélevés sur son bureau. Miss Marple n'a pas immédiatement répondu. « Elle nie l'avoir écrit, » a ajouté Mallory. « Elle prétend que quelqu'un essaie de la piéger. »« Est-ce improbable ?» demanda doucement Miss Marple. Mallory l'observa. « Vous croyez toujours que l'arme a été déplacée pour induire en erreur. Je crois, a-t-elle déclaré, que la trace de suie a été créée intentionnellement. » Mallory désigna la cheminée du doigt. « On a trouvé de la cendre sur la jupe de Madame Hargreaves, pas sur celle de Madame Wynne. Et Madame Bell. Faire le ménage. » Le regard de Miss Marple parcourut la pièce, s'attardant de nouveau sur le bureau, la chaise, la fenêtre ouverte. « Quand M. Pierce a reçu le mot, dit-elle, avait-il l'air inquiet ? » La bonne se souvient qu'il souriait. « Ah !» Mallory fronça les sourcils. « Vous pensez qu'il attendait Madame Wynne ? » « Je crois qu'il attendait de l'obéissance, » répondit Miss Marple. « Ce n'est pas la même chose. » Mallory croisa les bras. « Les preuves accusent Celia Wynne. Elle avait un mobile. Elle a écrit le mot. Elle en avait l'occasion. » « Et pourtant, dit doucement Miss Marple, le billet a été brûlé. Pourquoi le brûler si l'on avait l'intention de s'en servir pour incriminer quelqu'un ? Dissimuler. Alors pourquoi ne pas le brûler complètement ? Demanda-t-elle. Mallory hésita. Un incendie partiel invite à la découverte, poursuivit Miss Marple. Un effet dramatique,
comme le seau à charbon. « Vous pensez que quelqu'un a placé les 2 pièces » dit lentement Mallory. « Je crois que quelqu'un comprend le récit » a-t-elle répondu, « et souhaite en composer un. » Mallory expira bruyamment. Les documents relatifs aux dettes de Madame Wynne ont été retrouvés parmi les papiers de Pierce. Il était sur le point de prendre le contrôle de ses biens d'ici quelques mois. Ce qui créerait un sentiment d'urgence, concéda Miss Marple. Et la peur. Oui. Ils furent interrompus par un agent de police à la porte. « Monsieur, Madame Wynne a été amenée. » Mallory hocha la tête et se tourna vers Miss Marple. « Vous pouvez observer si vous le souhaitez. » Célia, pâle mais droite, était assise dans le salon lorsqu'ils entrèrent. Son regard oscillait entre eux. « Je ne l'ai pas tué, » a-t-elle déclaré aussitôt. « C'est vous qui avez écrit le mot, » dit Mallory d'un ton égal. « Je ne l'ai pas fait. Nous avons des échantillons d'écriture. N'importe qui pourrait imiter. Vos initiales apparaissent à la fin. » Célia respirait plus vite. « Il m'appelait souvent CW. Ça ne prouve rien. » Miss Marple l'observait attentivement. La peur était bien présente, certes, mais en dessous se cachait quelque chose de plus solide. « Madame Wynne, » demanda doucement Miss Marple, « avez-vous confronté M. Pierce cet après-midi-là » Le regard de Célia se tourna vers elle. « Je suis allée chez elle, » admit-elle enfin. « Je comptais lui dire que je ne me laisserais pas faire. » « À quelle heure ?»« Juste avant 3 heures. » « Et ?» Il n'était pas seul. Mallory releva brusquement la tête. Qui était avec lui ? Célia déglutit. « J'ai entendu des voix dans le bureau, celle d'une femme. »« Dont ?» Je ne pouvais pas en être certain. Miss Marple ne la quittait pas des yeux. « Et qu'avez-vous fait ?»« J'ai attendu près de la bordure de rose, » dit faiblement Célia. « Puis j'ai perdu mon courage et je suis partie. »« Le sol est raflé, » murmura Miss Marple. Mallory les regarda tour à tour. « Vous avez vu quelqu'un entrer dans la maison ?»« Non. »« Partir ?» Célia hésita. « J'ai vu Madame Bell arriver du côté du garde-manger. » Le silence s'épaissit. « Elle portait une assiette, » ajouta rapidement Célia. « Rien de plus. » Le visage de Mallory s'assombrit. « Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt, Rob ?» a-t-il demandé. « Parce que, » murmura Célia, « personne ne croit celui qui se tait. » Miss Marple y réfléchit attentivement. « Madame Wynne, » dit-elle doucement, « avez-vous brûlé la lettre ?» Les yeux de Célia s'écarquillèrent. « Quelle lettre ?» Mallory s'avança. « Le mot convoquant, monsieur. Pierce. Je vous l'ai dit, je ne l'ai pas écrit. » Miss Marple l'observa un instant de plus, puis se tourna vers Mallory. « Inspecteur, » dit-elle calmement, « je crois que nous avons affaire à la mauvaise veuve. » Mallory la fixa du regard. « Sur quelle base ?»« Partant du principe, » répondit Miss Marple, « que la peur écrit à la hâte, mais que le calcul corrige ensuite. » Les mains de Célia se mirent à trembler de nouveau. « Et la personne qui a édité ce récit, » poursuivit Miss Marple d'une voix calme, « a veillé à ce que les plus fragiles d'entre eux paraissent les plus coupables. » Le regard de Mallory se déplaça, pensif désormais plutôt qu'affirmé. Dehors, la brume commençait à se dissiper, dévoilant les haies bien taillées et les pelouses impeccables de Little Dippington. Au sein du presbytère, cependant, l'histoire soigneusement orchestrée de 3 veuves et d'un meurtrier commençait à se défaire. Et Miss Marple, sereine comme toujours, s'apprêtait à tirer le dernier fil. L'inspecteur Mallory ne contesta pas immédiatement les propos de Miss Marple. Au contraire, son regard posé sur Célia Wynne s'était subtilement mué d'accusation en questionnement. « Vous avez entendu une voix de femme dans le bureau, dit-il. Décrivez-la. » Célia ferma brièvement les yeux. Basse, contrôlée, pas élevée. Je ne pouvais pas distinguer les mots, seulement le ton. « En colère, » insista Mallory. « Non. » Elle rouvrit les yeux. « Ferme. » Miss Marple inclina la tête presque imperceptiblement. « Et vous êtes sûr de l'heure ?» demanda Mallory. « Oui. » Le vicaire venait de commencer son discours. Je m'en souviens car les applaudissements ont commencé au moment où j'arrivais à la bordure de rose. Mallory hocha lentement la tête. Cela plaçait la réunion exactement dans la plage horaire estimée par le médecin. « Très bien, » dit-il enfin. « Vous pouvez rentrer chez vous pour le moment. Ne quittez pas le village. » Célia se leva, ses mouvements hésitants mais déterminés. En passant devant Miss Marple, leurs regards se croisèrent une fois de plus. La peur était encore présente, mais désormais, indéniablement, un soulagement. Lorsque la porte se referma derrière elle, Mallory se tourna vers Miss Marple. « Vous pensez que la voix appartenait à Madame Bell ?»« Je crois, » dit doucement Miss Marple, « que Madame Bell a à la fois le mobile et le tempérament nécessaires à une confrontation maîtrisée. Elle nie être entrée dans le bureau. »« Madame Bell est habituée à la précision, » répondit Miss Marple, «
et à la gestion du papier. Mallory y réfléchit. La note convoquant Pierce portait les initiales CW. Oui. Vous pensez que c'était délibéré? Très délibéré. Mallory fit les 100 pas dans le salon. Si Madame Bell souhaitait impliquer Madame Wynne, elle aurait besoin d'avoir accès à son écriture. Ce qui serait facile à obtenir, dit Miss Marple, une recette empruntée, un mot au comité de la fête. L'écriture de Madame Wynne est particulière, grande, légèrement penchée vers l'avant, pas difficile à imiter avec soin. Et le fragment brûlé. Laissé manifestement inachevé, murmura Miss Marple, à retrouver. Mallory cessa de faire les 100 pas. La séquence serait alors la suivante. Madame Bell rédige le mot, le signe C doudou, le remet pendant la fête, rencontre Pierce dans le bureau sous un prétexte fallacieux, le confronte, et il le frappe lorsque la négociation échoue, conclut doucement Miss Marple. Avec le presse-papier, ajouta Mallory. Puis il met en scène le seau à charbon pour attirer les soupçons sur Madame Hargreaves. Précisément, la mâchoire de Mallory se crispa. C'est élégant. Oui, approuva Miss Marple. Trop élégante pour paniquer. On frappa à la porte d'entrée. Un agent entra essoufflé. Monsieur, Madame Hargreaves insiste pour vous parler immédiatement. Mallory échangea un regard avec Miss Marple et lui fit signe d'entrer. Daphné fit son entrée telle une tempête contenue dans un corps humain. Ça suffit, a-t-elle déclaré. J'ai entendu dire que Madame Wynne a de nouveau été interrogée. Oui, répondit Mallory d'un ton égal. Et Madame Bell. Elle a également été interrogée. Les yeux de Daphné s'illuminèrent. Tu tournes autour de la mauvaise femme. Miss Marple l'observait attentivement. Il y avait de la colère, certes, mais pas de peur. Sur quel fondement affirmez-vous cela? Demanda Mallory. Parce que je l'ai vue, dit Daphné. Le silence retomba. Quand? Demanda Mallory. À 3 heures, ou presque. J'ai quitté la table des boissons parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié le registre de la tombola à l'intérieur. Je suis passé par le couloir du garde-manger et j'ai vu Madame Bell sortir du bureau. En êtes-vous certaine? La voix de Mallory se fit plus incisive. Oui. Pourquoi n'avez-vous pas signalé cela hier? Les lèvres de Daphné se pincèrent. Parce que je pensais qu'elle cherchait simplement à récupérer quelque chose.